La vraie foi qui attire la richesse n'a rien à voir avec ce que tu crois, rien à voir avec répéter des affirmations devant le miroir, rien à voir avec visualiser des voitures de luxe ou prétendre être déjà riche. Carl Jung a découvert quelque chose de profondément dérangeant sur la psyché humaine et l'argent, quelque chose que les neurosciences modernes confirment aujourd'hui avec une précision troublante. Ce que je vais te révéler dans cette vidéo va complètement transformer ta compréhension de la manifestation, parce que la foi qui attire réellement la richesse n'est pas une croyance que tu adoptes, c'est une réorganisation totale de ta structure psychologique profonde. Antonio Damasio, neuroscientifique de renommée mondiale, a passé des décennies à étudier comment le cerveau crée la conviction. Ce qu'il a découvert est fascinant. La vraie foi, celle qui change ta réalité matérielle, n'est pas une pensée dans ta tête. C'est un marqueur somatique, une certitude ancrée dans ton corps, dans tes circuits neuronaux, dans la façon dont ton système nerveux perçoit et interagit avec le monde. Et c'est exactement ce que Jung pressentait il y a près d'un siècle quand il parlait de la fonction transcendante de la psyché. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 principes psychologiques que Jung et les neurosciences modernes ont découverts sur la foi qui attire réellement la richesse. Tu vas comprendre pourquoi tes affirmations ne fonctionnent pas. Tu vas découvrir le mécanisme exact par lequel ta psyché bloque ou permet l'abondance. Et surtout, tu vas apprendre comment créer cette foi authentique, cette cohérence neuropsychologique totale qui transforme ta relation avec l'argent de manière permanente. Mais avant de plonger dans ces principes, je dois d'abord détruire une illusion dangereuse qui empêche la plupart des gens d'accéder à ce pouvoir. Si tu as déjà passé des heures à répéter des affirmations sur l'abondance en te sentant vide à l'intérieur, si tu as déjà visualisé la richesse tout en ressentant ce nœud d'anxiété dans ton ventre, si tu as déjà essayé de convaincre ton esprit que tu es prospère alors que tout ton corps te criait le contraire, alors tu as fait l'expérience de ce que j'appelle la foi performative. Et c'est précisément ce qui te maintient bloqué. La foi performative, c'est cette tentative désespérée de forcer ton esprit conscient à croire quelque chose que ton inconscient rejette totalement. C'est répéter « je suis riche, je suis riche, je suis riche » pendant que chaque cellule de ton corps vibre dans la fréquence de la peur et du manque. Jung appelait cela une dissociation psychologique et il savait que c'était non seulement inefficace, mais potentiellement destructeur. Pourquoi ? Parce que tu crées un conflit interne massif entre ton ego conscient et les forces profondes de ton inconscient. Imagine ton psychisme comme un iceberg. La partie visible au-dessus de l'eau, c'est ton esprit conscient, tes pensées, tes affirmations, ce que tu te répètes chaque matin. Mais la partie immergée, massive, invisible, c'est ton inconscient. Et dans cet inconscient vivent ce que Jung appelait les complexes. Des constellations d'énergie psychique chargées d'émotions, de mémoires, de croyances héritées de ta famille, de ta culture, de toutes tes expériences avec l'argent depuis l'enfance. Quand tu répètes « je mérite l'abondance » avec ta bouche, pendant que ton complexe de pauvreté hurle « tu n'es pas digne dans les profondeurs de ton psychisme », tu ne crées pas de la foi, tu crées de la guerre. Et dans cette guerre, l'inconscient gagne toujours, toujours. Parce qu'il est plus vieux, plus puissant, plus connecté à ton système nerveux que n'importe quelle pensée positive consciente. Antonio Damasio a démontré quelque chose de crucial dans ses recherches sur la conscience et l'émotion. Il a prouvé que les décisions et les comportements humains ne sont pas principalement guidés par la logique consciente, mais par ce qu'il appelle les marqueurs somatiques. Ce sont des signaux émotionnels ancrés dans le corps qui nous guident avant même que nous en soyons conscients. Ton corps sait si tu es en sécurité ou en danger. Ton corps sait si tu peux recevoir ou si tu dois te protéger. Et aucune affirmation mentale ne peut bypasser cette sagesse corporelle. C'est pour ça que le « fake it till you make it » crée souvent plus de dissociation que de manifestation. Tu n'es pas en train de construire une foi authentique.
Tu es en train d'entraîner ton ego à mentir de plus en plus fort pour couvrir le cri de ton système nerveux qui te dit que tu n'es pas en sécurité, que tu n'as pas les ressources, que le monde est dangereux et que tu dois te contracter, pas t'étendre. Jung avait un concept fascinant pour décrire ce processus. Il l'appelait l'ombre. Tout ce que tu refuses de voir en toi-même, tout ce que tu juges, tout ce que tu considères comme inacceptable, tout cela se retrouve projeté dans ton ombre psychologique. Et voici la clé que peu de gens comprennent. Si tu as une ombre financière non intégrée, si tu as des parties de toi qui croient secrètement que l'argent est sale, que les riches sont mauvais, que tu ne mérites pas plus que tes parents n'avaient, que vouloir de l'argent, c'est être superficiel, alors toute ta foi consciente sera sabotée par ces forces inconscientes. Ce n'est pas un défaut de ta personnalité. C'est la mécanique exacte de la psyché humaine. Et c'est précisément ce que nous devons comprendre pour créer une foi qui attire réellement. Parce que la vraie foi n'est pas une performance, c'est une intégration. Ce que Jung a découvert sur la nature de la foi authentique va tout changer dans ta compréhension de la manifestation. La foi qui attire n'est pas une croyance mentale, c'est un état de cohérence neuropsychologique totale. C'est quand ton esprit conscient, ton inconscient, ton corps, ton système nerveux, tous pointent dans la même direction. C'est quand il n'y a plus de conflit interne, plus de dissociation, plus de guerre entre ce que tu veux et ce que tu crois mériter. Et Jung avait un mot très précis pour décrire ce phénomène. Il l'appelait la synchronicité. La synchronicité, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas l'univers qui t'envoie des signes mystiques. La synchronicité, selon Jung, c'est ce qui se produit quand ta psyché intérieure devient alignée avec la réalité extérieure. C'est quand ton état psychologique crée littéralement les conditions pour que certaines opportunités, certaines personnes, certaines ressources apparaissent dans ta vie. Pas par magie, par perception transformée et action cohérente. Lisa Feldman Barrett, neuroscientifique révolutionnaire dans le domaine des émotions, a fait une découverte qui confirme exactement ce que Jung pressentait. Elle a prouvé que ton cerveau ne réagit pas à la réalité. Ton cerveau prédit la réalité, la construit activement en fonction de tes expériences passées, de tes croyances, de l'état de ton système nerveux. Son travail montre que nous ne percevons pas le monde tel qu'il est. Nous percevons le monde tel que nous sommes. Réfléchis à ce que ça signifie pour la richesse. Si ton cerveau est programmé pour prédire la pénurie, il va littéralement filtrer les opportunités d'abondance qui se présentent à toi. Tu ne les verras même pas. Elles peuvent être juste devant toi, mais ton système de perception, conditionné par tes complexes inconscients, va les rendre invisibles. Ce n'est pas que l'univers ne t'envoie rien. C'est que ton appareil de perception est accordé sur la fréquence de la peur et du manque. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale révolutionnaire, a ajouté une pièce cruciale à ce puzzle. Il a démontré que ton système nerveux autonome a 3 états principaux: l'état de connexion sociale et de sécurité, l'état de combat ou de fuite, et l'état de sidération ou d'effondrement. Et voici ce qui est absolument essentiel à comprendre. Tu ne peux créer, manifester ou attirer l'abondance que quand ton système nerveux est en état de sécurité. Quand tu es en mode survie, quand ton nerf vague est dysrégulé, quand ton corps est en état d'alerte chronique à cause de stress financier, de peur du futur, d'anxiété constante, ton cerveau ne peut pas fonctionner en mode expansion. Il ne peut fonctionner qu'en mode protection. Et en mode protection, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux que te contracter, te défendre, repousser. C'est pour ça que tant de gens qui travaillent désespérément dur pour l'argent n'arrivent jamais à en avoir assez. Ce n'est pas un problème d'effort, c'est un problème d'état neurophysiologique. Leur système nerveux est coincé en mode danger, et dans cet état, même quand l'argent arrive, ils ne peuvent pas le garder, le multiplier ou en jouir. Ils sont dans une boucle perpétuelle de peur et de pénurie, peu importe combien ils ont dans leur compte en banque. Jung parlait de quelque chose de similaire quand il décrivait les complexes.
Un complexe, c'est un nœud d'énergie psychique chargé émotionnellement qui fonctionne de manière autonome dans ton inconscient. Si tu as un complexe autour de l'argent, formé peut-être par des expériences traumatiques d'enfance, par la pauvreté vécue dans ta famille, par des messages contradictoires sur la richesse, ce complexe va agir comme un programme automatique qui sabote ta capacité à recevoir et à conserver l'abondance. Daniel Siegel, psychiatre et expert en neurobiologie interpersonnelle, explique que l'intégration est la clé de la santé mentale et du bien-être. L'intégration signifie que les différentes parties de ton cerveau, de ton système nerveux, de ta psyché travaillent ensemble de manière harmonieuse. Quand il y a intégration entre ton cortex préfrontal, siège de la pensée rationnelle, et ton système limbique, siège des émotions et de la mémoire, tu peux créer un véritable changement dans ta vie. Mais quand il y a dissociation, quand ces parties sont en conflit, quand ton esprit dit oui mais ton corps dit non, tu es paralysé. Et c'est exactement ce qui se passe avec la foi performative. Tu essaies de forcer ton cortex préfrontal à croire en l'abondance, pendant que ton système limbique chargé de décennies de conditionnement à la pénurie active constamment des alarmes de danger. La vraie foi qui attire la richesse, c'est quand ces systèmes sont intégrés. Quand ton corps sent la sécurité, quand ton inconscient a résolu ses complexes autour de l'argent, quand tes croyances conscientes et inconscientes sont alignées, alors tu n'as plus besoin d'attirer la richesse. Tu deviens un champ magnétique naturel pour elle. Non pas parce que l'univers te récompense, mais parce que ton système de perception, ton comportement, tes décisions, tout change fondamentalement. Ta foi n'attire pas l'argent du vide cosmique. Elle te rend psychologiquement capable de le voir quand il se présente, de le recevoir sans auto-sabotage, de le conserver sans culpabilité et de l'utiliser comme un outil d'expansion plutôt que comme un bouclier contre la peur. Mais il existe un paradoxe que peu de gens comprennent sur le désir et la manifestation, et c'est ce paradoxe qui explique pourquoi ceux qui veulent désespérément l'argent ne l'obtiennent jamais. As-tu déjà remarqué que plus tu as besoin d'argent, moins il vient, que plus tu es désespéré, plus les portes semblent se fermer. Ce n'est pas une punition cosmique, ce n'est pas que tu n'es pas assez positif. C'est un mécanisme neuropsychologique précis que Jung comprenait profondément et que les neurosciences modernes confirment maintenant avec clarté. Jung faisait une distinction cruciale entre ce qu'il appelait l'inflation de l'ego et le processus d'individuation. L'inflation de l'ego, c'est quand tu veux quelque chose pour prouver ta valeur, pour combler un vide intérieur, pour te sentir enfin assez bien. Quand ton désir de richesse vient de ce lieu de manque fondamental, de ce trou dans ton identité, tu crées ce que Jung appelait une possession par un complexe. Le désir de s'espérer d'argent n'est pas vraiment un désir d'argent. C'est un désir désespéré de te sentir en sécurité, valable, digne d'amour. Et tant que tu utilises l'argent comme substitut à ces besoins psychologiques non résolus, ton inconscient va saboter tes efforts. Pourquoi ? Parce que l'argent ne peut pas réellement combler ses besoins. Seul le travail intérieur de l'individuation le peut. Joseph Ledoux, neuroscientifique pionnier dans la recherche sur les circuits de la peur, a démontré comment l'amygdale, cette petite structure en forme d'amande dans ton cerveau, réagit aux menaces perçues. Quand tu es en état de manque désespéré, quand chaque facture impayée te plonge dans la panique, quand l'idée de ne pas avoir assez d'argent active une terreur viscérale en toi, ton amygdale est en hyperactivité constante. Et voici le problème. Quand ton amygdale est hyperactive, elle détourne littéralement les ressources de ton cortex préfrontal, la partie de ton cerveau responsable de la planification, de la créativité, de la prise de décision stratégique. Tu deviens incapable de voir les opportunités, de prendre des risques calculés, de penser à long terme. Ton cerveau est en mode survie immédiate. Et en mode survie, tu ne peux pas construire de richesse. Tu peux seulement gratter pour survivre un jour de plus. C'est pour ça que les gens désespérément pauvres ont tant de mal à sortir de la pauvreté, même quand on leur donne des ressources. Ce n'est pas un problème de caractère ou de paresse. C'est que leur système nerveux est tellement conditionné à la menace constante que leur capacité cognitive est littéralement diminuée.
Ils prennent de mauvaises décisions, non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que leur cerveau fonctionne en mode urgence perpétuelle. Jung comprenait cela intuitivement quand il parlait de la différence entre ambition névrotique et ambition individuée. L'ambition névrotique, c'est vouloir réussir pour prouver quelque chose, pour combler un manque, pour échapper à un sentiment d'insuffisance. Cette ambition est toujours teintée de désespoir, de peur, d'un besoin compulsif qui ne peut jamais être vraiment satisfait. L'ambition individuée, par contre, c'est vouloir quelque chose, parce que ça s'aligne avec qui tu es vraiment, avec ton soi profond, avec ton chemin unique de développement. Cette ambition vient d'un lieu de plénitude relative, pas de vide. Elle est motivée par la croissance, pas par la fuite. Et c'est cette qualité de désir qui ouvre les portes plutôt que de les fermer. Richard Davidson, neuroscientifique renommé pour ses recherches sur la neuroplasticité et les émotions, a passé des décennies à étudier comment le cerveau peut changer. Sa découverte la plus révolutionnaire, ton cerveau n'est pas fixé. Les circuits neuronaux qui te maintiennent dans la pénurie peuvent être littéralement recablés, mais pas par la pensée positive superficielle, par une pratique consciente, répétée, qui intègre corps et esprit. Davidson a montré que la méditation, la régulation émotionnelle consciente, la pratique de la gratitude authentique, pas performative, mais vraiment ressentie dans le corps, peuvent changer la structure physique de ton cerveau. Elles peuvent calmer l'amygdala hyperactive. Elles peuvent renforcer les connexions entre le cortex préfrontal et les centres émotionnels. Elles peuvent te sortir du mode survie et te mettre en mode épanouissement. Mais voici la clé. Ce changement ne se produit pas en affirmant « je suis riche » pendant que ton corps tremble de peur. Il se produit en apprenant à réguler ton système nerveux, à créer un sentiment de sécurité dans ton corps, même quand les circonstances extérieures sont difficiles, à désidentifier de l'urgence du manque et à t'ancrer dans une perspective plus large. Jung disait que le processus d'individuation, de devenir qui tu es vraiment, nécessite d'intégrer ton ombre. Ton ombre financière, c'est toutes les parties de toi que tu as rejetées autour de l'argent. Peut-être que tu as rejeté la partie de toi qui veut vraiment être riche, parce que tu as jugé cela comme superficiel. Peut-être que tu as rejeté la partie de toi qui a peur de la pauvreté, parce que tu as jugé cela comme un manque de foi. Peut-être que tu as rejeté la partie de toi qui est en colère contre les riches, parce que tu as jugé cela comme jalousie. Toutes ces parties rejetées n'ont pas disparu. Elles sont dans ton inconscient, exerçant une influence massive sur ton comportement, tes décisions, ta capacité à recevoir. Et tant que tu ne les intègres pas, tant que tu ne les ramènes pas à la lumière de la conscience, elles vont continuer à saboter tes efforts, peu importe combien d'affirmations tu répètes. Lequel de ces signes te parle le plus? Dis-le-moi en commentaire. Est-ce le désespoir qui bloque, l'ambition névrotique, l'ombre financière non intégrée? Reconnaître où tu es bloqué, c'est le premier pas vers la libération. Maintenant, laisse-moi te révéler les 7 principes exacts qui transforment la foi performative en foi magnétique, en cohérence neuropsychologique totale, qui change fondamentalement ta relation avec l'abondance. Le premier principe, c'est ce que j'appelle la conviction somatique, pas la conviction mentale, la conviction somatique. Antonio Damasio a passé sa carrière à démontrer quelque chose de révolutionnaire. Les marqueurs somatiques, ces signaux corporels chargés d'émotions, précèdent et guident tes décisions conscientes. Ton corps décide avant que ton esprit ne rationalise. Ce que ça signifie pour la foi qui attire la richesse. Tu ne peux pas penser ton chemin vers l'abondance. Tu dois le sentir dans ton corps. Et je ne parle pas de prétendre sentir. Je parle de créer un véritable état neurophysiologique de sécurité, d'expansion, de réceptivité. Quand ton corps sent vraiment que tu es en sécurité, que tu as de la valeur, que le monde est un lieu d'abondance, ton comportement change automatiquement. Tu prends des décisions différentes. Tu remarques des opportunités différentes. Tu interagis avec les gens différemment. La pratique,
Ce n'est pas de visualiser mentalement une voiture de luxe, c'est de t'asseoir en silence, de respirer profondément, de sentir ton corps et de cultiver consciemment la sensation physique de suffisance. Comment te sentirais-tu dans ton corps si tu savais, avec une certitude absolue, que tu es pris en charge, que tes besoins seront toujours satisfaits, pas dans le futur hypothétique, mais maintenant, dans ce moment présent. Cette sensation, cultivée encore et encore, recable ton système nerveux. Le deuxième principe, c'est l'intégration de l'ombre financière. Jung était catégorique là-dessus. Ce que tu rejettes en toi te poursuit. Si tu as des jugements inconscients sur l'argent, sur les riches, sur toi-même en tant que personne financièrement prospère, ces jugements vont créer des blocages invisibles. Peut-être que dans ta famille, on disait que l'argent ne pousse pas sur les arbres, qu'il faut travailler dur pour chaque centime, que les riches sont égoïstes, que vouloir plus c'est être ingrat. Ces messages, entendus pendant l'enfance, se sont gravés dans ton inconscient comme des vérités absolues. Et maintenant, même si consciemment tu veux être riche, inconsciemment, une partie de toi croit que devenir riche ferait de toi une mauvaise personne. La pratique, journaling brutal et honnête. Pose-toi ces questions et écris sans filtre. Qu'est-ce que je crois vraiment sur l'argent? Qu'est-ce que je crois vraiment sur les gens riches? Qu'est-ce que je crains de devenir si j'ai beaucoup d'argent? Qu'est-ce que je perdrais si j'étais financièrement libre? Les réponses vont te révéler ton ombre. Et une fois révélée, tu peux commencer à la dialoguer, à la comprendre, à l'intégrer plutôt que de lutter contre elle. Le troisième principe, c'est la cohérence du système nerveux. Stephen Porges l'a prouvé avec sa théorie polyvagale. Tu ne peux créer que dans un état de sécurité. Si ton système nerveux est chroniquement dysrégulé, coincé en mode combat-fuite ou en mode effondrement, tu ne peux pas manifester l'abondance. Ton corps est trop occupé à essayer de survivre. La pratique, régulation vagale quotidienne. Ce ne sont pas des techniques ésotériques, c'est physiologique. Respiration consciente. Spécifiquement la respiration qui allonge l'expiration pour activer le système parasympathique. Mouvement doux qui libère la tension du corps. Connexion sociale authentique qui envoie à ton système nerveux le signal que tu es en sécurité. Chant, bourdonnement, tout ce qui stimule le nerf vague. Quand ton système nerveux est régulé, quand ton corps se sent en sécurité, ton cerveau peut enfin sortir du mode survie et entrer en mode création. Et c'est seulement dans cet état que la vraie manifestation devient possible. Le quatrième principe, c'est l'alignement archétypal. Jung a identifié des archétypes, des modèles universels de comportement et d'énergie qui existent dans l'inconscient collectif. Il y a l'archétype du roi, de la reine, du guerrier, du magicien, du sage, du créateur. Chacun a une relation différente avec le pouvoir, les ressources, la richesse. Si tu incarnes inconsciemment l'archétype du martyr, qui souffre noblement et rejette les plaisirs matériels, tu vas saboter toute tentative d'accumuler de la richesse. Si tu incarnes l'archétype de l'enfant éternel, qui refuse les responsabilités adultes, l'argent va glisser entre tes doigts. Mais si tu choisis consciemment d'incarner l'archétype du roi ou de la reine souverain de ton domaine, responsable, généreux, puissant, ta relation avec l'argent se transforme radicalement. La pratique identifie quel archétype financier tu incarnes actuellement. Es-tu le mendiant, le martyr, le guerrier qui lutte constamment? Puis choisis consciemment un archétype d'abondance. Médite dessus, imagine-le, incarne ses qualités, agis comme si tu étais déjà ce roi ou cette reine de ta vie. Ton inconscient répondra à cette cohérence et commencera à restructurer ton comportement en conséquence. Le cinquième principe, c'est la prédiction cérébrale positive. Lisa Feldman Barrett a révolutionné notre compréhension des émotions et de la perception. Son travail montre que ton cerveau est une machine à prédire. Il ne réagit pas au monde tel qu'il est. Il prédit ce qui va se passer basé sur tes expériences passées. Et ensuite, il interprète la réalité à travers ce prisme de prédiction. Si ton cerveau est entraîné à prédire la pénurie, il va littéralement créer des prédictions self-fulfilling. Tu vas interpréter des situations neutres comme des menaces financières. Tu vas manquer des opportunités parce que ton cerveau ne les a pas prédites comme possibles. Tu vas agir d'une manière qui confirme ta prédiction de manque.
La pratique, entraîner ton système prédictif. Chaque soir, avant de dormir, revois ta journée et identifie 3 moments, même minuscules, où l'abondance s'est manifestée. Peut-être quelqu'un t'a offert un café. Peut-être tu as trouvé une place de parking parfaite. Peut-être tu as reçu un compliment inattendu. Entraîne ton cerveau à remarquer l'abondance qui est déjà là. Avec le temps, ton système prédictif commencera à chercher et à créer plus d'abondance. Le 6e principe, c'est l'individuation à travers la richesse. Jung était clair, le but de la vie n'est pas le bonheur, c'est l'individuation, devenir pleinement qui tu es censé être. Et l'argent n'est pas une fin en soi, c'est un outil, un moyen pour ton soi profond de s'exprimer dans le monde. La question cruciale n'est pas combien d'argent veux-tu, c'est pourquoi veux-tu cet argent. Si c'est pour échapper à la douleur, pour prouver ta valeur, pour impressionner les autres, ton ego est aux commandes et tu vas créer plus de souffrance. Mais si c'est pour exprimer ton génie unique, pour servir quelque chose de plus grand que toi, pour avoir l'espace et la liberté de devenir pleinement toi-même, alors la richesse devient un véhicule d'individuation. La pratique. Dialogue avec ton soi profond. Dans la méditation ou le journaling, pose cette question. À quoi l'argent me servirait-il vraiment? Qu'est-ce que je veux créer, offrir, devenir avec cette ressource? Écoute les réponses qui viennent du niveau le plus profond, pas de l'ego superficiel. Quand ton désir de richesse s'aligne avec ton chemin d'individuation, l'univers entier conspire à le soutenir. Non pas mystiquement, mais parce que tu agis avec cohérence, clarté et puissance. Le 7e principe, c'est la synchronicité active. Jung définissait la synchronicité comme une coïncidence significative entre un état psychologique intérieur et un événement extérieur. Ce n'est pas du hasard, c'est ton psychisme préparé, reconnaissant et saisissant les opportunités qui étaient toujours là, mais invisibles auparavant. Matthew Lieberman, neuroscientifique spécialisé dans le cerveau social, a montré que nos cerveaux sont câblés pour la connexion. Nous captons inconsciemment des signaux sociaux, des opportunités de réseau, des possibilités de collaboration que notre esprit conscient ne remarque même pas. Quand tu es en état de cohérence neuropsychologique, quand ton système nerveux est régulé, quand ton ombre est intégrée, tu deviens soudainement capable de percevoir et d'agir sur ces signaux. La pratique, conscience préparée. Chaque matin, pose-toi la question. Quelle opportunité pourrais-je remarquer aujourd'hui que je manquerais normalement? Ensuite, va dans le monde avec une attention ouverte. Remarque les conversations fortuites, les introductions inattendues, les idées qui surgissent apparemment de nulle part. Agis sur elles, même si elles semblent petites ou insignifiantes. La synchronicité n'est pas passive, c'est une danse active entre ta conscience préparée et le champ des possibilités. Combien de ces principes as-tu reconnus en toi? Écris ton nombre en commentaire, parce que maintenant, je vais te montrer comment ces principes ne restent pas théoriques. Ils doivent devenir une pratique quotidienne, un rituel psychologique qui recable littéralement ton cerveau et restructure ta psyché. La foi qui attire la richesse n'est pas un sentiment ponctuel que tu ressens lors d'un séminaire de motivation. C'est une pratique neuropsychologique quotidienne. Richard Davidson l'a prouvé. La neuroplasticité, la capacité de ton cerveau à changer, nécessite de la répétition. Un changement structurel dans ton cerveau demande environ 21 jours de pratique consciente et cohérente. Mais ce n'est pas de la discipline militaire, c'est de l'archéologie psychologique. Tu creuses chaque jour un peu plus profond pour trouver la vraie foi enfouie sous des décennies de peur. Voici le rituel que je recommande, basé sur l'intégration de Jung, des neurosciences modernes et de la théorie polyvagale de Porges. Le matin, avant que le monde ne t'envahisse, prends 15 minutes pour la reprogrammation prédictive. Ce n'est pas de la visualisation passive, c'est une pratique active. Commence par la régulation vagale. Assieds-toi confortablement. Respire profondément en allongeant l'expiration. Porte ton attention dans ton corps. Sens tes pieds sur le sol, ton dos contre la chaise, l'air entrant et sortant de tes poumons. Cette simple présence corporelle envoie un signal à ton système nerveux. Tu es en sécurité, tu n'es pas en danger, tu peux te détendre.
Ensuite, cultive la conviction somatique. Ne visualise pas mentalement l'argent. Sens dans ton corps comment ce serait si tu avais déjà la sécurité financière. Comment respirerais-tu? Comment se sentirait ta poitrine, ton ventre, tes épaules? Lisa Feldman Barrett a montré que les émotions sont construites. Tu peux consciemment construire la sensation physiologique de suffisance, de sécurité, d'abondance. Reste dans cette sensation pendant au moins 5 minutes, en la laissant imprégner chaque cellule de ton corps. Puis, dialogue avec ton soi. Dans cet état de présence calme, pose une question à la partie la plus sage de toi. Qu'ai-je besoin de voir aujourd'hui? Quelle opportunité est disponible pour moi? Quelle action, même minuscule, me rapprocherait de mon alignement? N'attends pas des réponses spectaculaires. Parfois c'est juste une intuition douce, une idée subtile, un sentiment de direction. Fais confiance à cela. Pendant la journée, pratique l'attention consciente. Stanislas Dehaene, neuroscientifique français expert en conscience et attention, a démontré que l'attention est une ressource limitée mais entraînable. La plupart des gens vivent en pilote automatique, leur attention capturée par les distractions, les peurs, les ruminations. Mais tu peux entraîner ton attention à chercher activement les opportunités, les synchronicités, les possibilités. Remarque quand une conversation inattendue se présente. Remarque quand quelqu'un mentionne quelque chose qui résonne avec un projet que tu as. Remarque les petites portes qui s'entr'ouvrent. Ton ego les rejetterait comme insignifiantes ou non liées. Mais ton soi sait que les grandes transformations commencent souvent par de petits pas apparemment sans rapport. Agis sur ces micro-opportunités. Envoie cet email, fais cet appel, pose cette question. La synchronicité n'est pas quelque chose que tu attends. C'est quelque chose que tu co-crées par ton attention et ton action. Le soir, prends 10 minutes pour l'intégration de l'ombre. Daniel Siegel insiste sur le fait que l'intégration est la clé de la santé mentale. Prends un journal et écris. Où ai-je senti la peur ou la résistance aujourd'hui? Quelle situation a déclenché mon complexe de pénurie? Quand ai-je agi par peur plutôt que par foi? Ne te juge pas. Observe simplement. Jung disait que rendre l'inconscient conscient est le travail d'une vie. Chaque fois que tu identifies un déclencheur, un complexe, une réaction de peur, tu le ramènes à la lumière. Et dans la lumière de la conscience, ces patterns perdent leur pouvoir. Ils ne disparaissent pas immédiatement, mais ils se transforment graduellement. Ensuite, identifie les projections. As-tu ressenti de la jalousie envers quelqu'un de prospère aujourd'hui? As-tu jugé quelqu'un pour sa richesse ou sa pauvreté? Ces jugements et ces projections te révèlent ton ombre. Ce que tu admires intensément chez les autres, c'est une partie de toi que tu n'as pas encore réclamée. Ce que tu détestes intensément chez les autres, c'est une partie de toi que tu refuses d'accepter. Ramène ces projections à la maison. Intègre-les. Finalement, pardonne-toi. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre français spécialiste de la résilience, a montré que la capacité à se pardonner, à s'accorder de la compassion, est essentielle pour la guérison et la croissance. Tu vas résister, tu vas avoir peur, tu vas saboter. Ce n'est pas un échec, c'est le processus. Chaque fois que tu te pardonnes et que tu recommences, tu renforces un nouveau circuit neural. Celui de la compassion envers toi-même, celui de la persévérance douce, celui de la foi qui ne dépend pas de la perfection, mais de la cohérence. Cette pratique quotidienne, matin, jour, soir, c'est comme arroser une graine. Au début, tu ne vois rien. Rien ne semble changer. Ton compte en banque est le même. Tes circonstances sont les mêmes. Mais sous la surface, dans les profondeurs invisibles de ton psychisme et de ton système nerveux, des changements massifs se produisent. Des connexions neuronales se renforcent. Des patterns anciens se dissolvent. Ton système prédictif se recalibre. Ton système nerveux apprend la sécurité. Et puis, souvent autour de la 3e semaine de pratique cohérente, quelque chose commence à se produire. Pas nécessairement un événement spectaculaire, mais de petites synchronicités. Une opportunité inattendue. Une conversation qui mène quelque part. Un changement subtil dans ta façon de te sentir face à l'argent. Une décision que tu prends différemment. Ces petits changements
sont les premiers signes que ta foi performative se transforme en foi authentique. Mais il y a des obstacles invisibles que même cette pratique ne résoudra pas sans une compréhension plus profonde. Même avec la meilleure pratique quotidienne, la plupart des gens se heurtent à des blocages inconscients si profonds, si fondamentaux, qu'ils sabotent tout progrès. Jung les appelait les complexes autonomes, des constellations d'énergie psychique qui fonctionnent indépendamment de ta volonté consciente. Laisse-moi te révéler les 3 blocages les plus puissants que j'ai observés encore et encore. Le premier blocage, c'est la loyauté familiale inconsciente. Carl Jung a passé des décennies à étudier comment les patterns familiaux se transmettent de génération en génération, pas juste génétiquement, mais psychologiquement. Il y a quelque chose de très profond et très inconscient qui se passe. Si tes parents étaient pauvres, si ta famille a toujours lutté financièrement, une partie de toi peut inconsciemment croire que devenir riche, c'est trahir ta famille. Intellectuellement, tu sais que c'est absurde. Bien sûr que tes parents voudraient que tu réussisses, mais l'inconscient ne fonctionne pas avec la logique. Il fonctionne avec la loyauté tribale, avec un besoin primitif d'appartenance. Si tu dépasses financièrement ta famille d'origine, une partie archaïque de toi craint d'être rejetée, de ne plus appartenir, d'être vu comme arrogant ou différent. Boris Cyrulnik appelle cela la loyauté traumatique. Tu restes fidèle aux conditions de ton trauma, même quand ces conditions te font souffrir, parce que c'est ce que tu connais. C'est ton terrain familier. Et l'inconscient préfère toujours le familier, même s'il est douloureux, à l'inconnu, même s'il est libérateur. La pratique pour ce blocage, d'abord, reconnaître la loyauté. Écris une lettre à tes parents ou à ta famille que tu n'enverras jamais. Dans cette lettre, reconnais leur lutte, honore leur sacrifice, puis explique-leur que ta prospérité n'est pas une trahison, mais un honneur à tout ce qu'ils t'ont donné. Dis-leur que tu peux réussir tout en les aimant, que ta richesse ne te rendra pas meilleur qu'eux, juste différent dans les circonstances. Ce processus, aussi simple qu'il semble, libère souvent quelque chose de profond. Tu donnes à la partie loyale de toi la permission de se détendre. Tu trouves un moyen d'honorer ta famille tout en te libérant de leur destin financier. Ce n'est pas égoïste, c'est l'individuation, c'est devenir pleinement toi-même tout en restant connecté à tes racines. Le deuxième blocage, c'est l'identité construite dans la douleur. Jung disait que l'ego peut s'identifier à n'importe quoi, même à la souffrance. Si tu as passé des années, peut-être des décennies, à être la personne qui lutte, qui survit malgré les difficultés, qui est forte dans l'adversité, une partie de toi peut avoir peur de perdre cette identité si la lutte s'arrête. Qui seras-tu si tu n'es plus la personne qui se bat constamment? Si l'argent n'est plus un problème, qu'est-ce qui définira ton courage, ta force, ta valeur? C'est terrifiant pour l'ego, parce que l'ego a besoin d'une histoire cohérente de qui tu es. Et si ton histoire a toujours été celle du combattant courageux face à l'adversité, alors inconsciemment, tu vas créer de l'adversité pour maintenir cette identité. Joseph Ledoux a montré que les circuits de l'identité sont profondément liés aux circuits émotionnels et à la mémoire. Ton sens de qui tu es n'est pas juste une idée abstraite, c'est câblé dans ton cerveau à travers des expériences répétées. Si toutes tes expériences formatrices impliquaient de lutter pour survivre, ton cerveau a littéralement construit ton identité autour de cette lutte. La pratique pour ce blocage. Dialogue avec l'ego combattant. Dans la méditation ou le journaling, parle à cette partie de toi qui a lutté si durement. Remercie-la, honore-la, reconnais qu'elle t'a sauvé. Puis, doucement, demande-lui. Est-ce que tu es prêt à te reposer maintenant? Est-ce que je peux être courageux d'une nouvelle façon, pas en survivant, mais en prospérant? Est-ce que ma force peut s'exprimer dans la création plutôt que dans la défense? Crée une nouvelle narration. Je ne suis pas seulement quelqu'un qui survit à l'adversité, je suis quelqu'un qui transforme l'adversité en sagesse et qui utilise cette sagesse pour créer l'abondance. Cette nouvelle histoire donne à ton ego une façon de maintenir sa force et son identité tout en permettant un changement dans tes circonstances.
Le troisième blocage, c'est la culpabilité existentielle de l'abondance. C'est peut-être le blocage le plus subtil et le plus puissant. Dans un monde où tant de gens souffrent, où la pauvreté est endémique, où des enfants meurent de faim, comment peux-tu justifier ta propre abondance? Une partie de toi, la partie empathique et consciente, peut ressentir qu'il est moralement répréhensible d'avoir beaucoup quand d'autres ont si peu. Jung mettait en garde contre la confusion entre compassion authentique et auto-sabotage. La vraie compassion cherche à élever les autres. L'auto-sabotage déguisé en compassion ne fait que créer une personne de moins capable d'aider. Ta pauvreté ne soulage la souffrance de personne, mais ta prospérité pourrait. Matthew Lieberman a montré dans ses recherches sur le cerveau social que la prospérité peut être contagieuse. Quand tu prospères, tu changes l'environnement social autour de toi, tu crées des emplois, tu partages des ressources, tu inspires par l'exemple, tu as la capacité de contribuer à des causes qui importent. Mais surtout, tu démontres qu'il est possible de sortir de la pénurie, et cet exemple seul peut changer les systèmes de croyance des autres. La pratique pour ce blocage? Redéfinis ta richesse comme un service. Pose-toi la question. Si j'avais une abondance financière illimitée, comment je servirais le monde? Quelles causes je soutiendrais? Quelles personnes je pourrais aider? Quelles idées je pourrais financer? Fais une liste détaillée. Cette liste transforme ta richesse d'un acte égoïste en un acte de service. Elle donne à la partie empathique de toi une raison de permettre l'abondance. Tu ne deviens pas riche pour toi-même seulement. Tu deviens riche pour avoir la capacité d'être un canal de générosité, de création, de changement positif. Ensuite, commence immédiatement. Ne attends pas d'être riche pour être généreux. Donne ce que tu peux maintenant, même si c'est 5 €, même si c'est juste ton temps ou ton attention. Cet acte de générosité depuis un état de pénurie relative envoie un signal puissant à ton inconscient. Je ne suis pas quelqu'un qui accumule égoïstement. Je suis quelqu'un qui fait circuler l'énergie. Et quand l'énergie circule, elle croît. Ces 3 blocages, la loyauté familiale, l'identité dans la douleur et la culpabilité existentielle, sont comme des racines invisibles qui maintiennent l'arbre de ta prospérité de pousser. Tu peux arroser, fertiliser, donner du soleil, mais si ces racines sont emmêlées dans la terre durcie de l'inconscient, rien ne bougera. Identifier et libérer ces blocages, c'est le travail le plus profond. Et c'est ce travail qui permet la transformation alchimique finale. Jung était fasciné par l'alchimie, non pas l'alchimie littérale de transformer le plomb en or, mais l'alchimie psychologique de transformer la souffrance en sagesse, l'inconscience en conscience, la division en intégration. Il appelait cela l'opus alchimique, le grand œuvre, et il le décrivait en 3 étapes principales, le nigredo, l'albedo et le rubedo. Le nigredo, c'est la noirceur, la descente dans l'ombre. C'est quand tu dois faire face à tout ce que tu as évité. Ta peur de la pauvreté, ta honte autour de l'argent, ta colère contre les riches, ta culpabilité d'en vouloir plus. C'est inconfortable, parfois douloureux, mais c'est absolument nécessaire. Tu ne peux pas intégrer ce que tu refuses de voir. L'albédo, c'est la purification, le blanchissement. C'est quand tu commences à libérer les croyances héritées, les loyautés inconscientes, les identités construites dans le trauma. Tu te nettoies de ce qui n'est pas vraiment toi. Tu sépares ta vérité de la programmation. C'est un processus de discernement subtil et patient. Le rubédo, c'est la rougeur, l'or. C'est l'émergence du soi intégré, la manifestation de ton essence unique dans le monde matériel. C'est quand la foi performative se transforme en certitude incarnée, quand tu ne crois plus que tu es digne d'abondance. Tu le sais, pas intellectuellement, somatiquement. Chaque cellule de ton corps le sait. Antonio Damasio parlerait de cela comme la consolidation de marqueurs somatiques positifs. Après des semaines, des mois de pratique consciente, ton système nerveux a accumulé assez d'expériences de sécurité, de suffisance, de petites synchronicités, que ton corps commence à prédire l'abondance comme la norme plutôt que l'exception.
Ce n'est plus un espoir, c'est une attente neurophysiologique. La différence entre la foi et la certitude est cruciale. La foi, même authentique, contient toujours un élément de doute. Tu crois, mais une partie de toi se demande encore. La certitude, par contre, ne doute pas. Pas parce que tu es arrogant ou déconnecté de la réalité, mais parce que ton expérience vécue, accumulée et intégrée, a créé une conviction si profonde qu'elle ne nécessite plus de renforcement constant. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, tu dois te concentrer intensément. Tu doutes, tu tombes. Mais après suffisamment de pratique, ton corps sait comment faire du vélo. Tu ne penses plus à l'équilibre. Tu ne doutes plus de ta capacité. C'est devenu une certitude incarnée. C'est ce qui se produit avec la foi qui attire la richesse quand elle est pratiquée avec cohérence et profondeur. Jung parlait de synchronicité mature. Ce n'est pas chercher désespérément des signes partout. Ce n'est pas interpréter chaque coïncidence comme un message cosmique. C'est vivre dans un état de conscience ouverte où tu remarques naturellement les patterns, les connexions, les opportunités qui s'alignent avec ton état intérieur. Et tu agis dessus avec confiance, pas avec urgence ou doute. Richard Davidson a prouvé que ce genre de transformation neuroplastique est possible à tout âge. Ton cerveau peut changer, tes patterns peuvent se transformer. Mais cela demande de la patience, de la cohérence et surtout de la compassion envers toi-même pendant le processus. Il y aura des rechutes. Tu retomberas dans la peur, dans le doute, dans les vieux patterns. Ce n'est pas un échec. C'est juste le processus de l'intégration profonde. L'individuation financière, c'est quand l'argent cesse d'être chargé émotionnellement. Il devient neutre, un outil, une ressource que tu utilises consciemment pour exprimer ton soi dans le monde. Ce n'est pas que tu ne te soucies plus de l'argent, c'est que ta relation avec l'argent n'est plus névrotique. Tu n'es plus en mode survie ou en mode accumulation compulsive. Tu es en mode utilisation consciente. Tu sais que la vraie richesse n'est pas combien tu as dans ton compte en banque. La vraie richesse est la qualité de ta conscience, la profondeur de ta paix intérieure, la liberté de ta créativité, la générosité de ton cœur. L'argent devient simplement l'extension matérielle de cette richesse intérieure. Pas la source de ton bonheur, mais un moyen d'exprimer ton essence unique et de servir ce qui compte pour toi. Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux, deux géants français de la neuroscience cognitive et de la conscience, ont montré que la conscience elle-même peut être entraînée et affinée. Plus tu deviens conscient de tes patterns inconscients, plus tu as de choix. Plus tu as de choix, plus tu as de liberté. Et c'est cette liberté qui permet la véritable manifestation. Tu n'attires pas la richesse en devenant quelqu'un d'autre. Tu l'attires en devenant totalement toi-même. Sans les défenses construites par la peur, sans les masques adoptés pour la survie, sans les limitations héritées de générations qui ne savaient pas mieux. Tu l'attires en étant si pleinement aligné avec ton soi profond que ton énergie, ton comportement, ta présence même devient magnétique. La vraie foi qui attire la richesse n'est pas une croyance que tu adoptes. C'est une vérité psychologique que tu deviens en intégrant chaque fragment de toi que la peur avait divisé. C'est un voyage de retour à ta totalité. Et dans cette totalité, l'abondance n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose que tu es. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas défectueux parce que tu as lutté financièrement. Tu es un champ de possibilités non résolues, attendant l'alchimie de la conscience pour se transformer. Ta sensibilité à la pénurie, cette douleur que tu as ressentie autour de l'argent, c'est le même système nerveux sensible qui sentira profondément l'abondance quand elle viendra. Ton histoire de lutte n'était pas une punition, c'était une préparation. Chaque moment de doute, chaque nuit d'anxiété financière, chaque fois que tu as eu peur de ne pas avoir assez, tout cela t'a donné quelque chose que l'argent seul ne peut jamais acheter. La profondeur, la compassion. La compréhension viscérale de ce que signifie vraiment la sécurité. Et quand tu atteindras l'abondance, et tu l'atteindras si tu fais ce travail, tu ne la prendras jamais pour acquise. Tu ne l'utiliseras jamais sans conscience. Tu ne la gaspilleras jamais par négligence.
Tu seras un gardien sage de la richesse, quelqu'un qui comprend à la fois sa puissance et sa responsabilité, quelqu'un qui peut jouir de l'abondance sans y être attaché, quelqu'un qui peut donner généreusement sans se vider, quelqu'un qui peut recevoir avec gratitude sans culpabilité. C'est ça, l'individuation financière. C'est ça, le but de tout ce voyage. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit comprendre que la richesse n'est pas une question de chance ou de privilège, mais de cohérence psychologique profonde. Quelqu'un qui a besoin de savoir qu'ils ne sont pas condamnés à la lutte perpétuelle, que leur psyché peut être recablée, que leur destin financier n'est pas fixé par leur passé, mais façonné par leur présence consciente. Quel principe de cette vidéo va transformer ta relation avec l'abondance? Est-ce la conviction somatique, l'intégration de l'ombre, la régulation du système nerveux, l'alignement archétypal? Dis-le-moi en commentaire. Parce que reconnaître où tu en es, c'est déjà commencer la transformation. Le voyage de la foi à la certitude n'est pas une ligne droite. C'est une spirale descendante vers ton centre, vers le noyau de ton être, où la richesse t'attendait depuis toujours. Pas comme une récompense externe pour être assez bon, mais comme l'expression naturelle, inévitable, de qui tu es vraiment devenu quand tu as intégré toutes les parties de toi, guéri les blessures profondes, libéré les loyautés inconscientes et aligné ton système nerveux avec la fréquence de la suffisance. C'est possible pour toi, pas dans un futur lointain hypothétique, maintenant, dans ce moment présent où tu choisis de commencer, où tu choisis de regarder ton ombre plutôt que de la fuir, où tu choisis de réguler ton système nerveux plutôt que de vivre dans la panique chronique, où tu choisis de dialoguer avec ton soi plutôt que d'obéir aveuglément à ton ego effrayé. La foi qui attire la richesse commence ici, pas dans l'affirmation répétée sans conviction, mais dans le travail profond, patient, compatissant de devenir psychologiquement cohérent, de guérir ce qui est blessé, d'intégrer ce qui est divisé, d'incarner ce qui est vrai. Et quand tu fais ce travail, la manifestation n'est pas un mystère, c'est une conséquence naturelle de qui tu es devenu. Alors commence aujourd'hui, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Parce que la vraie préparation, c'est l'action elle-même, c'est dans le faire que tu deviens, et c'est dans le devenir que tu manifestes. La richesse t'attend, non pas là-bas, dans un futur incertain, mais ici, dans les profondeurs de ta psyché, attendant d'être libérée par ta conscience courageuse.